Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Oui, c'est cette revue de la presse israélienne avec ce matin l'ensemble des quotidiens israéliens qui reviennent sur la tension, on va dire en particulier ce matin dans le sud du pays après les tirs de roquettes syriens sur le plateau du Golan au nord au cours des 2 derniers jours. Eh bien, c'est le sud donc qui a été le théâtre d'une attaque cette fois en provenance de la bande de Gaza. Une seule roquette s'est abattue hier soir dans la région de Sha'ar HaNegev sans faire de blessés ni de dégâts. En réaction, l'armée de l'air israélienne a bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Pour les Israéliens, eh bien, on affirme que c'est le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, qui est donc tenu pour responsable de ces tirs. Et ce, même si dans le cas précis, apparemment, eh bien, c'est une organisation salafiste qui a revendiqué cette attaque. Le Hamas a rejeté les accusations israéliennes et proteste contre le fait qu'Israël tente de lui faire endosser la responsabilité d'attaque qu'il n'a pas commis et ce qui risque, et le Hamas menace de faire grimper la tension dans la région si ce type d'accusation se répète. Et puis toujours à propos de la bande de Gaza, et c'est une révélation de la chaîne publique du consortium médiatique Cannes et de son conseiller, de son spécialiste politique, Amir Bar-Shalom, les tractations en vue d'un échange, d'un marché entre le Hamas et l'État d'Israël, un marché qui permettrait la restitution des corps d'Adar Goldin et de Oron Shaul, qui ont été tués durant l'opération Bordure Protectrice. Eh bien, ces tractations se seraient considérablement accélérées au cours des dernières semaines, des tractations via un intermédiaire qui se serait donc accéléré depuis le retour du nouveau leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar d'Égypte, et depuis la rencontre de ce dernier avec Mohamed Dahlan, le rival de Mahmoud Abbas, qui brigue d'ailleurs sa succession à la tête de l'autorité palestinienne. Nous en avions parlé dans le cadre de la solution proposée donc justement par Dahlan avec l'Égypte face à la crise de l'électricité dans la bande de Gaza. Il faut rappeler que Sinwar avait affirmé il y a quelques mois qu'il ne négocierait pas avec Israël tant que Tsahal n'aurait pas libéré les terroristes relâchés à la suite du marché Shalit, donc en octobre 2011, et recapturés depuis à la suite d'activités subversives, en particulier après l'enlèvement et l'assassinat des 3 jeunes Israéliens durant l'été 2014. La tension demeure dans le nord d'Israël après qu'hier il n'y ait pas eu de tirs de roquettes vers le plateau du Golan à partir de la Syrie, mais seulement des tirs d'artillerie ou de mitrailleuses lourdes en provenance des forces syriennes pro-Assad. Mais le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a adressé une véritable mise en garde aux forces syriennes, à celui qui croit qu'il est possible de transformer la Syrie en base de départ du Hezbollah et de l'Iran vers Israël. Eh bien, je lui suggère de bien réfléchir. Nous ne tolérerons pas une telle situation, a déclaré Avigdor Lieberman. Ceci étant, le Maariv de ce matin annonce que pour des raisons de sécurité, Tsahal a décidé d'interdire hier l'accès aux zones menacées par ces tirs de roquettes à la population israélienne civile. Il s'agit essentiellement des champs qui se trouvent en contrebas du mont Bental, à proximité donc de la frontière israélo-syrienne face à Quneitra. Les quotidiens israéliens et l'ensemble des médias continuent à se faire l'écho de la colère très vive du judaïsme américain, en particulier des mouvements réformistes et conservatifs, après la décision du gouvernement de geler l'accord qui devait permettre à ces mouvements de prier comme ils le souhaitent devant le mur occidental. Une colère qui a conduit donc ces leaders du judaïsme américain à annuler le dîner du conseil d'administration de l'agence juive prévu hier à la Knesset, dîner dont l'invité d'honneur n'était autre que Binyamin Netanyahou. L'agence juive, présidée par Nathan Sharansky, a publié un communiqué dans lequel elle rejette la décision du gouvernement à propos du Kotel, mais aussi à propos de la loi sur les conversions qui entend garantir au grand rabbinat orthodoxe d'Israël l'exclusivité du dossier des conversions en Israël. Pour l'agence juive, ces décisions risquent d'entraîner une scission au sein du peuple juif. Pour les leaders du mouvement réformiste, ces décisions vont faire le jeu des anti-israéliens comme les organisations liées au BDS, et elles sanctionnent un judaïsme américain qui, je cite, lutte contre ces ONG et contre l'UNESCO et contre toute forme de délégitimation de l'État d'Israël. De leur côté, les orthodoxes se félicitent de ces décisions. Dans le Israël Hayom, le Rav Shalom Cohen, qui a remplacé le grand rabbin Ovadia Yosef à la présidence du Conseil des sages de la Torah du parti Chasse, se demande quel est le lien
se dit-il, donc entre les réformistes et le Kotel. Dans un passé récent, le Rav Shalom Cohen, qui est connu pour ses positions très tranchantes, avait menacé d'exiger le départ du parti Chasse du gouvernement si l'accord du Kotel n'était pas suspendu. Donc on peut dire que Binyamin Netanyahou lui a donné satisfaction. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, reconnaît dans un éditorial ce matin que l'on peut comprendre la colère de l'agent juive et des leaders du judaïsme américain. Effectivement, la décision de suspendre cet accord élargit le fossé entre Israël et le judaïsme de la diaspora, mais selon Shragai, cette décision était incontournable entre une fracture avec le judaïsme américain et une fracture avec 1 million de juifs israéliens orthodoxes qui vivent ici sur le territoire israélien. Binyamin Netanyahou a donc tranché en faveur de ces derniers, écrit Shragai, qui explique également que si les réformistes n'avaient pas exigé de reconnaissance formelle à mettre en application cet accord, eh bien, ils auraient pu continuer à prier librement sur cette esplanade pluraliste au sud donc de l'esplanade traditionnelle du mur occidental. Et puis dans le Yediot Aharonot, le Rav El-Hay Ofran, qui est le Rav du kibbutz Yavne, un kibbutz religieux, écrit dans un éditorial donc dans le Yediot Aharonot, je suis éloigné de toutes les tendances réformistes et conservatives à des années-lumière, mais les juifs de diaspora sont mes frères et de telles décisions ne font qu'approfondir le fossé qui nous sépare le Rav Ofran, qui est donc orthodoxe, tente de trouver des points de lien, des points communs avec le judaïsme américain réformiste. À ceux qui leur reprochent aux réformistes donc de s'assimiler, je réponds c'est vrai, mais le fait qu'ils appartiennent à une communauté aux États-Unis freine tout de même leur assimilation. Et à ceux qui affirment qu'ils ne répondent pas, qui ne répercutent aucune foi en Israël, eh bien je réponds qu'ils sont la majorité du judaïsme, à ceux qui affirment qu'ils ne représentent aucune force en Israël, eh bien je réponds qu'ils sont la majorité du judaïsme américain. Et finalement, ce que ils restent mes frères, et c'est pour cela que je souhaite me rapprocher d'eux, affirme donc ce matin le rabbin orthodoxe Elai Ofran, rabbin du kibbutz Yavne. Et quant à Aryeh Golan, le présentateur vedette du journal du matin sur Reshet Bet, eh bien, il se demande qui a eu l'idée saugrenue de prendre ces décisions autour du Kotel et sur les conversions, alors que précisément eh bien, les leaders du judaïsme américain étaient là en Israël dans le cadre de l'Assemblée générale, en tout cas dans le cadre du conseil d'administration de l'agent juif. Et puis le Times of Israel, dans sa version en français, explique de manière très intéressante d'ailleurs que depuis 2000, eh bien, cette esplanade alternative sur laquelle eh bien, les juifs réformistes et conservatifs pouvaient prier, eh bien cette esplanade est ouverte depuis 2000 aux juifs réformés et ils peuvent le prier, même s'ils le veulent aujourd'hui, comme ils le souhaitent. Cette plateforme a été imaginée en août 2013 par Naftali Bennett, qui était alors ministre de la diaspora, et ce justement afin de permettre aux femmes du Kotel d'y prier comme elles le souhaitaient. Naftali Bennett a lui-même admis au cours des derniers jours que l'esplanade du Kotel appartenait à tous les juifs, quelle que soit leur orientation et leur courant. Et de rappeler également que les archéologues israéliens, eh bien oui, il faut parler d'eux aussi, les archéologues israéliens n'avaient pas été particulièrement satisfaits de l'accord conclu en janvier 2016 qui permettait donc la prière mixte sur cette esplanade alternative pluraliste devant le Kotel, parce que eh bien, cela risquait d'entraver leurs recherches sur les fouilles archéologiques autour du Kotel et du mur occidental. Le Haaretz nous annonce que le couple Sheldon et Myriam Edelson, qui est le propriétaire du quotidien gratuit Israël Hayom, a été interrogé hier par la police israélienne dans l'affaire 2000, qui se rapporte au contact entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Arnon Moses, qui est le rival des Edelson. Selon le Haaretz de ce matin, le couple Edelson aurait affirmé à la police qu'il aurait été particulièrement déçu et même assez furieux d'apprendre les contacts entre Binyamin Netanyahou et Moses, et ils ont formellement affirmé n'avoir eu aucun lien avec ces contacts. Rappelons que selon ces contacts, Binyamin Netanyahou aurait permis à Moses de réduire l'influence, aurait promis à Moses de réduire l'influence du Israël Hayom en échange d'une réduction de ses attaques contre lui dans le Yediot Aharonot. Par contre, la police israélienne n'a pas l'intention d'interroger la chanteuse Maria Carey, qui est actuellement de passage en Israël. Maria Carey était dans le passé la compagne de James Packer, un milliardaire juif australien qui avait offert des cadeaux à Binyamin Netanyahou et à son épouse.
le témoignage de Maria Carré n'est pas indispensable, dit-on aujourd'hui, au sein de la police israélienne. Et puis, d'ailleurs, le Yediot Aharonot, lui, en profite pour citer un officier de la police, un officier supérieur de la police israélienne qui affirme qu'il y a suffisamment de preuves, apparemment, pour inculper le Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais cette fois dans le dossier 1000 des cadeaux reçus par Binyamin Netanyahou et son épouse. Le journal précise tout de même que les enquêteurs sont certes persuadés que M. Netanyahou a enfreint la loi, mais ils ne savent pas encore définir la nature de l'infraction. Aux juristes, ils insistent sur l'importance de la contrepartie qui existe ou non aux cadeaux reçus par le Premier ministre et par son épouse. Les journaux israéliens rappellent que c'est aujourd'hui que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, entamera une visite officielle chargée d'émotions à Moscou. Edelstein a en effet été l'un des principaux refusniks dans les années 70 qui souhaitait donc monter en Israël. Il avait passé plusieurs années dans les prisons soviétiques avant de monter en Israël il y a 30 ans. Jour pour jour, et donc la date de cette visite n'est pas anodine. Edelstein, qui est le second personnage de l'État d'Israël après le président, Reuven Rivlin, aura le privilège rarissime de prononcer un discours devant le Parlement russe, mais surtout il se rendra à son domicile moscovite d'il y a 40 ans, dans l'appartement où il a été arrêté par le KGB, au tribunal où il a été condamné et dans la prison où il a été incarcéré. C'est une visite spéciale pour moi et je suis certain que je serai particulièrement ému à Moscou, a déclaré le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Et puis le Times of Israel confirme que Binyamin Netanyahou assistera aux funérailles de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, qui s'est éteint il y a quelques jours à l'âge de 87 ans. La cérémonie aura lieu à Strasbourg en présence du président de la République française Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel, ainsi que de l'ancien président américain Bill Clinton. La manchette du Yediot Aharonot de ce matin est consacrée à ce que le journal intitule « L'autoroute du trafic ». Le quotidien révèle également qu'en violation avec la loi et sous les yeux des autorités israéliennes, les Palestiniens ont tracé une route qui relie le sud des montagnes de Hebron, donc dans la Judée, avec la localité bédouine de Tel Arad dans le Negev. Cette route a été tracée en plein terrain d'entraînement de Tsahal et elle permettrait de faire passer en territoire israélien illégalement, bien entendu, des Palestiniens qui ne disposeraient pas de permis de travail, avec toutes les répercussions sécuritaires que cela pourrait avoir pour l'État d'Israël. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par le site Walla qui nous indique que le pic de chaleur de l'actuelle canicule en Israël devrait être atteint aujourd'hui, avec des températures particulièrement hautes, une chaleur suffocante et une humidité particulièrement élevée le long du littoral israélien. Cette vague de chaleur ne fait que commencer selon la météorologie nationale. Elle pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Sachez qu'il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous serons avec Alexandra Galant, nous espérons l'avoir, qui est la directrice donc de l'association Impact, qui a organisé un grand rassemblement sur la place de la République dimanche, un grand rassemblement de soutien culturel à l'État d'Israël. Nous espérons l'avoir dans quelques instants. Pour l'instant, elle ne répond pas à nos téléphones et en attendant, donc, nous allons passer une page musicale, toujours offerte par notre ami David Amara. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita.